Merci à tous. J'espère que vous êtes toujours avec nous à distance et dans la salle, je vous vois, donc je sais que oui. On poursuit ce tour d'horizon des grandes tendances avec un arrêt sur une tendance qui ne demande qu'à éclore. En tout cas, c'était le souhait du ministre tout à l'heure. On parle de la prévention, nouvelle étape structurante de la e-santé et du parcours de soins. Bonjour Charlotte Berthoud, vous êtes la dirigeante de la société Dépistez-vous. Merci d'être avec nous ce matin. Et le sujet que vous traitez, c'est justement la prévention, sujet de santé publique. Ma première question est simple. Pourquoi la prévention, c'est important? Et est-ce qu'actuellement, on peut vraiment parler de tendance où on est encore dans l'antichambre du parcours de soins? Et vous n'avez pas 2 heures. Vous n'avez absolument pas 2 heures parce que moi, on m'engueule là dans l'oreillette. Pour une fois, je peux le dire pour de vrai. Donc voilà. Merci pour l'invitation. Alors, pourquoi la prévention est importante? Pourquoi elle est capitale, fondamentale? Pourquoi elle est primordiale aujourd'hui? Parce que la prévention, en fait, ça fait partie de notre santé. Pour rappel, la santé, selon la définition de l'OMS, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et donc, ce n'est pas seulement éviter les maladies, éviter l'infirmité, c'est avant tout être en bonne santé et le rester. Je dirais qu'il est nécessaire de porter un nouveau regard sur la santé, dont la prévention est indissociable, puisque ça fait partie intégrante de la santé, et de changer le paradigme trop centré sur le cure et pas assez sur le care. Mais effectivement, Monsieur le ministre en a parlé aujourd'hui. Il est aussi nécessaire pour moi de développer une vraie culture de la prévention, d'oser investir dans la prévention, le budget étant de 3% sur le budget total de la sécurité sociale, et donc de mettre les moyens pour mettre la prévention en avant. La prévention, pour moi, c'est donc la médecine de demain. C'était la première question, j'imagine qu'il y en a une deuxième. Exactement, la deuxième question, qui était... C'est pour moi ? Pour toi. Donc la prévention, c'est le premier maillon, effectivement, de notre système de santé, plutôt que notre système de soins. Je vous ai tendu une perche. Allez-y. Et pour moi, du coup, dépistez-vous, puisqu'on va en venir à parler de dépistez-vous. Le postulat de départ, ça a été que le cancer était la première cause de mortalité prématurée. On part de ce constat-là. On sait que 40% des cancers sont évitables grâce à la prévention et au dépistage. C'est une phrase que tout le monde connaît par cœur. OK. Pourtant, moins d'une personne sur 2 se fait dépister. Donc, on s'est dit, avec Dépistez-vous, qu'on pouvait essayer, non pas qu'on pouvait essayer, qu'on allait œuvrer aux côtés de l'assurance maladie pour faire un effet de levier sur cette participation au dépistage qui n'est pas encore optimale. Donc notre mission avec Dépistez-vous, c'est de rendre le dépistage familier, simple, accessible, c'est de le rendre réflexe. Comment on s'y prend? On s'y prend à l'aide d'une plateforme digitale qui est simple, bien sûr, qui est pratique, qui est pédagogique, qui est surtout personnalisée. Et on propose de sensibiliser et d'accompagner chaque personne vers donc, une prévention efficace et un dépistage précoce des cancers. Donc, comment ça marche? On propose un parcours personnalisé, on propose des rappels de rendez-vous, de dépistage, on propose de l'information personnalisée pour que, on le disait tout à l'heure, la bonne info arrive au bon moment quand on en a besoin. On propose des rappels, donc, je viens de le dire, un annuaire de professionnels de santé et de la prise de rendez-vous et bientôt de la téléconsultation, puisqu'on voit que 20% de nos utilisateurs déclarent ne pas avoir de médecin traitant. Donc, il faut proposer une solution pour permettre ce parcours coordonné. Et enfin, donc, on travaille avec un comité scientifique d'experts pluridisciplinaires qui comprend des patients, des associations de patients, des médecins, des chercheurs, et j'en oublie, des sages-femmes, pour proposer des ressources pédagogiques, ludiques, qui parlent au plus grand nombre, pour pouvoir faire agir, pour pouvoir rendre acteurs et pour pouvoir permettre aux gens de s'engager dans cette démarche et surtout de comprendre l'enjeu de la prévention. Alors, en quelques secondes, vraiment, est-ce que rendre le dépistage obligatoire, c'est quelque chose qui est aujourd'hui possible, envisageable? C'est utopique? C'était mon point final, c'était que je souhaite rendre le dépistage obligatoire. Globalement, le cancer, c'est 1 personne sur 5. Donc, on peut se poser la question de le rendre obligatoire. Par exemple, quand on a eu le Covid, on nous a obligés à porter des masques, on les a portés. Après, on nous a dit c'est recommandé, plus personne ne les portait. Ben, le dépistage, ça devrait être la même chose. On devrait le rendre obligatoire. Pourquoi on est obligé de faire une révision et un contrôle technique de sa voiture et pourquoi finalement on ne s'occupe pas de notre santé? Je pense qu'il faut pouvoir se poser cette question-là en tout cas et peut-être proposer une récompense pour les gens qui se font correctement dépister. Après tout, on a un bonus quand on...
Je n'irai pas plus loin. C'est intéressant, ce parallèle avec le contrôle technique du corps, tout ça, bref. Et puis, c'est un élément important aussi dans votre propre parcours. Je rappelle que vous êtes le docteur Charlotte Berthaud et que vous êtes donc médecin et que vous avez décidé d'arrêter votre pratique clinique pour vous impliquer totalement dans ce projet. Et je pense que c'est important de reconnaître aussi, on parlait tout à l'heure de femmes de santé, et bien d'avoir également le courage de créer ce type d'activité. Et je pense que sur les collaborations publiques-privées, vous auriez également votre mot à dire. Donc j'espère que vous allez être avec nous également pour continuer les échanges. On continue avec vous, Virginie. Ça fait plus de 15 ans que vous êtes également dans le secteur de la santé, mais aussi surtout de la prévention. C'est un regard que vous portez et vous avez intervenu à beaucoup de reprises dans des événements pour notamment donner des cas concrets en fait sur la prévention. Et c'est quand même l'ambition de cet événement. Donc voilà, quel regard vous portez sur cette évolution du numérique, du digital dans la prévention? Alors déjà, merci pour le petit coup de vieux et les 15 ans dans le milieu de la prévention. Alors l'apport du digital, il y en a beaucoup, mais je vais me concentrer sur 3 apports. Le premier, c'est qu'il a permis véritablement de dépoussiérer la prévention, grâce à des solutions, à des applications beaucoup plus interactives, beaucoup plus ludiques, avec des outils de gamification par exemple, et du coup d'aller vers des publics qui étaient assez éloignés de la prévention, je pense aux jeunes ou aux hommes par exemple. Le deuxième apport, c'est que ça a permis de démocratiser la prévention et notamment, certes pour les patients de devenir des acteurs de santé, mais n'oublions pas aussi tous les usagers du système de santé pour qu'ils deviennent de véritables acteurs, cette fois-ci de la protection de leur santé. Et donc j'y vois une nuance. Et le troisième point, on en a beaucoup parlé ce matin, c'est les données. C'est de pouvoir avoir cette capacité de collecter massivement des données de vie réelles. Et ça va servir à 2 choses. Le premier est grâce aux devices connectés, grâce au machine learning, grâce à l'IA, au Quantified Self, permettre de personnaliser les approches et de proposer une expérience utilisateur plus probante. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on en a moins parlé ce matin, c'est que cette collecte de données, eh bien, elle permet d'évaluer l'efficacité des solutions de prévention, ce qui est souvent le reproche qu'on fait aux programmes de prévention, notamment en prévention primaire, et de pouvoir mesurer les impacts. Et vous parlez de use case, Jérôme. Effectivement, nous, on a de nombreux cas d'usage, je ne vais pas tous les citer, c'est pas le but, je vais en prendre un. Par exemple, nous accompagnons des patients en affection de longue durée, malades chroniques, dans un parcours qui est celui du sport sur ordonnance, dont on sait que la prescription est désormais encadrée. Difficile encore à faire pour les médecins généralistes. Le docteur Lucas en parlait tout à l'heure. Il faut accompagner, il faut former ces médecins-là. Mais grâce à ces solutions de prévention, on remet un certain nombre de patients dans des parcours. Et on a vu, par exemple, sur le sport sur ordonnance, que ça permettait d'augmenter de plus de 28% le niveau d'activité physique. Et donc, on sait les conséquences que ça a sur des gains de santé, mais du coup, les conséquences que ça a en termes de prévention des risques assurantiels, avec des bénéfices pour le régime obligatoire, des bénéfices pour le régime complémentaire. On n'en a pas parlé ce matin, des régimes complémentaires et des organismes de complémentaire santé, mais également pour les employeurs, parce que n'oublions pas que les patients chroniques, ils sont pour un certain nombre actifs, ils sont dans l'emploi, et cette prévention-là permet aussi de les maintenir dans l'emploi le plus tard possible, et avec un meilleur niveau de santé possible également. Et juste pour terminer, un écueil ou un challenge, moi j'en fais plus un challenge pour 2023, mais aussi pour les prochaines années, c'est qu'il va falloir quand même éviter de siloter la prévention et sortir d'une dichotomie ou de dire que la prévention c'est un accessoire. C'est un accessoire du soin ou c'est un accessoire de parcours de soins. Si on fait ça, on va rater la moitié des potentialités de la prévention, et notamment en termes de gains et d'impact sur les dépenses de santé. Et donc, il faut penser prévention pour le parcours de soins, pour les patients, pour les malades chroniques, mais il ne faut pas oublier aussi le reste des usagers du système de santé ou des patients qui ne sont pas en permanence dans le parcours de soins à l'hôpital ou chez le médecin. Et ça demande, au-delà du digital, une vraie transition culturelle et de travailler sur la conduite des changements de comportement, c'est-à-dire d'intervenir en amont de la maladie ou d'être vraiment des gestionnaires du risque. Et conduire ces changements de comportement, c'est un challenge, c'est difficile. Engager dans la durée, c'est compliqué. Et je pense que le digital et toutes les solutions qui vont avec sont une arme incroyable dont on doit se saisir.
Merci Virginie. On retrouve ces cas d'usage sur votre site Viveoptim Solutions pour ceux que ça intéresse. On va continuer avec vous, Yannick Trescos. Vous êtes le président d'une des tendances qu'on a évoquées ce matin. On a beaucoup parlé des Femtech, mais de la santé mentale, pas qu'au CES, on en parle depuis maintenant pas mal d'années, notamment avec le contexte de la Covid-19. Et donc, elle s'est beaucoup développée. On a parlé tout à l'heure de la prévention avec le docteur Berthaud, de l'antichambre aux têtes de la santé. On sait que le modèle économique dans la santé mentale est parfois complexe. Donc, est-ce que c'est un peu le parent pauvre du numérique en santé et quel est le poids aujourd'hui des acteurs de la Mental Tech en France? Alors merci Jérôme. Déjà il y a eu une très bonne transition avec le docteur Berthaud sur le côté santé mentale et santé physique pour son bien-être, etc. Donc il ne faut pas oublier que tout le monde peut être concerné par un problème en fait de santé mentale, qu'il soit bénin et traité en fait très rapidement ou sur du plus long terme pour les pathologies chroniques. Et donc avant de répondre à votre question Jérôme, je voudrais juste préciser que généralement quand on fait santé mentale, on parle en fait de psychiatrie. Psychiatrie est la spécialité en fait médicale, mais elle concerne toutes les spécialités médicales qui existent, que ce soit en cancérologie, en gynécologie, ainsi de suite. Donc il faut bien prendre en compte que la santé mentale, c'est tout le monde. Et ce n'est pas qu'une partie de la population qui a une pathologie en fait chronique. Le modèle en fait économique est très compliqué. Alors, si je veux parler en fait du collectif Mental Tech, parce que c'est ça, on voit bien en fait depuis la pandémie du Covid une explosion en fait des solutions numériques en fait de santé mentale. On a décidé en fait de se fédérer un certain nombre en fait d'acteurs et surtout de structurer l'émergence en fait de ces solutions d'une manière en fait très éthique et surtout d'être un point d'entrée aussi de tout le monde, que ce soit les patients, les associations de patients, les professionnels de santé, pas que les médecins, et les institutions avec la CNAM, les complémentaires santé, etc. Donc les trois grandes missions du collectif Mental Tech qui est passé en association, c'est vraiment en fait décloisonner en fait ce débat public, c'est favoriser l'émergence en fait de toutes ces solutions en fait numériques et surtout de renforcer la contribution économique en fait de la filière. La psychiatrie de toute façon ou la santé mentale, on le sait, 10 années de retard, peu de financement en fait pour la recherche en fait publique, les investissements en fait qui ont tardé à amener et surtout des investissements publics qui commencent à arriver, mais des investissements privés qui n'arrivent pas et qui ne permettent pas en fait le déploiement, le développement en fait au long cours, sauf s'il y a, comme je l'appelle et je vais utiliser ce terme-là, une perfusion en fait de la sécurité sociale qui va rembourser en fait des actes pour la psychiatrie. Donc ce modèle en fait souffre. Donc ça c'est un peu l'objectif du collectif Mental Tech. Et si on passe en fait derrière sur une cartographie donc qui a été réalisée par le collectif Mental Tech de toutes les solutions en fait de santé mentale, on s'aperçoit que la prévention occupe en fait plus de 50% des acteurs de la santé mentale. Donc ça, c'est un gros signe, c'est-à-dire qu'il faut que ça pousse, il faut que ça avance. Et je serais totalement d'accord avec les autres intervenants que ce côté en fait prévention concerne tout le monde, toutes les pathologies, etc. Juste pour en fait finir sur le côté modèle économique, il faut absolument en fait qu'il y ait un engrenage et j'espère que sur 2023, les choses vont s'accélérer avec une prise de conscience que de toute façon, on le voit en cancérologie, si on ne prend pas en soin une personne sur son côté psychologique, il y a une baisse de chance au niveau en fait, des chimiothérapies ou de sa prise en charge. Donc il faut vraiment en fait, l'accentuer. Et forcément, je passe à une question que vous pourrez me poser, c'est le côté prévention. Il n'y a pas que le médecin, il y a le pharmacien et parce que je suis pharmacien en fait de formation et ce qu'il faut voir c'est que à l'heure actuelle on a un système de santé, je ne vais pas faire le résumé qui ne va pas super bien, on ne peut pas compter, il y a tous les professionnels de santé, on ne peut pas compter que sur les médecins et qu'à un moment donné la prévention, quel est en fait l'acteur qui voit le plus souvent les patients, qui les suit forcément sur de la pathologie chronique avec ses ordonnances tous les mois, c'est le pharmacien. Et donc là, sur la convention pharmaceutique de 2023, c'est clairement dit en fait que le pharmacien a une place prépondérante sur la prévention. Et donc ça, c'est un peu le mot de la fin. On l'a vu pendant le Covid, le pharmacien a été là pour les masques, les tests, etc. Et donc on doit renforcer le repérage et médecin pharmacien et voilà renforcer en fait ce repérage et en officiner la prévention.
Merci. Yannick. On va poursuivre avec vous, Adèle. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le DG de Capcode. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce que vous faites, et notamment en matière de prévention? Je crois que vous déchiffrez les murmures des réseaux sociaux. Comment vous faites concrètement? Oui. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis cofondateur de Capcode, qui est une start-up qui est spécialisée dans la génération de données de vie réelle, et plus particulièrement qui aide l'écosystème santé, les acteurs de santé à mieux prendre en compte la voix du patient. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer tous les messages postés sur les réseaux sociaux par des patients autour de leur maladie, autour des médicaments ou autour de décisions de santé publique, avec l'enjeu de pouvoir résumer cette voix du patient. Pourquoi on s'intéresse aux réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus d'un tiers de la population française qui s'exprime sur sa santé sur les réseaux sociaux. C'est un peu plus de 40% de la population européenne et un peu plus de 50% de la population américaine. Et on voit aujourd'hui, et le Covid-19 n'a fait qu'accélérer cette tendance, qu'il y a de plus en plus de communautés de patients connectés sur Internet qui vont chercher de pair à pair de l'information de santé et essayer de comprendre un peu comment chaque patient a pu résoudre ses problématiques au quotidien vis-à-vis de sa pathologie. Pourquoi on s'intéresse à la prévention en particulier, et c'est un peu le sujet du jour à travers cette table ronde, c'est pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, quand on parle de prévention, et ça a été dit par les différents intervenants avant moi, on a des difficultés à pouvoir identifier, ou en tout cas à amener les gens dans un parcours de prévention réel. On a un autre sujet qui est aussi, quand on parle de campagne de prévention, c'est de pouvoir individualiser un peu plus l'action de prévention. Et donc notre approche, elle est assez simple, c'est qu'on va partir des comportements à risque qu'on arrive à identifier à partir des déclaratifs des patients sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, on va résumer deux éléments. Le premier élément qui est le langage patient, en fait, comment parle le patient et comment il s'exprime vis-à-vis de ses difficultés, de sorte à pouvoir alimenter un programme de prévention et qui soit au plus proche de la réalité du parler patient pour optimiser l'impact. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on va, du coup, à partir de ces comportements à risque, on peut hyper cibler ces patients et pouvoir diffuser de l'information de prévention directement auprès de ces patients. Quand je dis le comportement à risque, en réalité, derrière, on va laisser des traces, c'est-à-dire qu'on a plus ou moins tous un comportement numérique, c'est-à-dire qu'on va se connecter à certaines plateformes à certaines heures, on va avoir un comportement numérique spécifique, et c'est ce comportement qu'on va cibler pour diffuser de l'information de prévention. Si je donne un exemple peut-être un peu plus concret sur ce que ça peut amener, donc encore une fois, on est un acteur de santé publique, donc on fait beaucoup de ce qu'on appelle la détection de signaux. Et donc on a travaillé avec Santé publique France au tout début du confinement sur la compréhension des impacts de la pandémie sur la santé mentale, sur les enjeux de prise en charge, etc. Et on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait un signal qu'on identifiait, qui était la surconsommation d'alcool chez les adultes, qui était lié au confinement. Alors ce n'était pas le cas des populations les plus jeunes, parce qu'on a une notion sociologique qui est que l'alcool est plutôt un aspect festif social, mais c'était beaucoup plus le cas pour les adultes un peu plus âgés. Et ce signal-là a fait l'objet d'une campagne de prévention de Santé publique France en septembre 2020 sur la surconsommation d'alcool. Alors naturellement, il faut rester pragmatique, c'est pas parce qu'on a identifié le signal que Santé publique France a mis en place cette campagne, mais elle a participé en fait à l'identification précoce d'enjeux et d'impacts en fait de ce type-là. Et je crois donc, Adèle, que vous êtes également accompagnée ici à Future for Care, et donc qui fait partie également des belles startups de cet environnement. Et merci donc à tous les quatre pour cette table ronde passionnante sur la prévention. On va faire un changement de plateau rapide avec une vidéo d'un autre de nos partenaires, enfin deux de nos partenaires. Et je voudrais vraiment remercier Lorena Cabrera, qui est donc la responsable en fait de toute la partie santé de Business France, ainsi que Johanna Lerfel, qui est donc la directrice générale de French Healthcare Association. Et donc on a sollicité en fait pour vous donner un regard qui a été très apprécié l'an dernier, de se dire voilà, on parle beaucoup de la e-santé en France, mais qu'est-ce que se passe en termes de dynamique au niveau international. Et donc avec un film qui vous sera, comme pour celui avec le docteur Lise Alter, diffusé en replay, ça fait à peu près une dizaine de minutes, là vous aurez 2 minutes, notamment un focus sur Israël. Et pour le film final, vous aurez l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Regard croisé sur la santé numérique à l'international. A tout de suite.
réinvestit chaque année plus de 5% de son PIB dans la R&D. Et le secteur de la santé en bénéficie fortement, puisqu'on ne compte pas moins de 1800 sociétés dans le domaine des sciences de la vie en Israël. On note la présence d'un grand nombre de centres de R&D de multinationales ou de filiales de multinationales, tels que Philips, Johnson & Johnson, Medtronic, Edwards, Takeda, ou encore Essilor, Thales, Dassault Systèmes ou Sanofi, et également un grand nombre de pôles d'excellence technologique ou d'incubateurs qui sont reconnus mondialement. On a vu ces 10 dernières années une forte tendance et une forte progression de la santé digitale en Israël, qui représente aujourd'hui plus de 35% des sociétés israéliennes de la santé. Et avec l'émergence de la pandémie, cette tendance n'a été que renforcée. En 2021, plus de 2,6 milliards de dollars ont été levés par les sociétés israéliennes de la Digital Health. Et en 2022, c'était 1,5 milliard de dollars qui ont été levés. Israël a été un réel pionnier dans la santé digitale du fait de son système de santé qui repose sur 4 sick funds, qui sont l'équivalent des caisses d'assurance maladie et de mutuelles, et qui sont des acheteurs et des réels adopteurs de nouvelles solutions de e-santé, dans un souci d'amélioration du diagnostic, d'amélioration de prise de décision, mettant toujours le patient au cœur de leur problématique dans un souci éternel de réduction des coûts. Mais surtout, Israël a mis en place le dossier de patient électronique depuis plus de 30 ans et a donc accumulé 30 ans d'archives médicalisées qui font de lui un pionnier et un réel expert dans l'analyse des données patients. Et ces datas sont aujourd'hui mises à disposition pour la recherche ou pour les entreprises de façon anonyme, afin de toujours dans un souci d'amélioration des traitements ou de nouvelles solutions. Voilà, je voulais passer la main à mes collègues et j'espère vous retrouver très prochainement en Israël.